Bonjour, c'est Japanman et bienvenue dans cette lecture du mois de décembre 2020, donc le dernier de 2020. Et c'est parti. Alors on commence avec les tomes 25 et 26 de My Hero Academia, chez Kiyun par Kohei Horikoshi. Dans le 25, ça conclut un peu toute cette partie où on suivait les méchants. Bon, la couverture est assez transparente là-dessus, je pense. Et dans le 26, pareil, la couverture est assez transparente, c'est ces trois personnages-là, donc Shoto, Izuku et Bakugo, qui vont un peu collaborer avec Endeavor. Et donc ça c'était pour le résumé très rapide des deux tomes. Sinon, qu'est-ce que j'ai remarqué de peut-être intéressant à souligner dans ces deux tomes? J'ai remarqué un truc auquel je m'attendais pas trop, mais j'ai l'impression que ça fait beaucoup de liens avec les... L'auteur commence à insister pas mal sur les liens avec les spin-offs et les trucs dérivés. Notamment, à un moment, il sous-entend que les films seraient canons en fait. Ce qui... Je m'étais déjà fait la réflexion de me demander si c'était canon ou pas quand on avait parlé de Team Up Mission. Mais là, en fait, si vous voulez, bon, c'est que l'auteur directement dans un texte annexe entre deux chapitres là qui le dit, donc c'est peut-être pas gravé dans le marbre, mais il dit à un moment que tel truc a été conçu par une certaine scientifique américaine, machin, et c'est la fille du premier film, logiquement. Donc ça voudrait peut-être dire que si ce n'est que les événements du premier film se sont vraiment passés, au moins les personnages qui y sont y existent vraiment. Même dans l'univers du manga. Mais je pense qu'il sous-entend vraiment que c'est canon, donc c'est un peu spécial. Je m'y attendais pas à ça. Et aussi, le plus gros lien, le plus évident, celui qui l'explicite même entre deux chapitres, pareil, à un moment, c'est la présence du... Bah, j'ai pas retenu son nom parce que je crois qu'on a même pas encore fini... Enfin, il y a peut-être... Si, il y a un tome qui est... J'ai un tome de retard sur... Comment ça s'appelle sur Vigilante, donc... peut-être qu'on a fini son histoire, mais là où j'en suis moi, on n'a même pas fini son histoire, donc j'ai même pas retenu son nom. Mais il y a un lien direct avec l'ami d'enfance du prof qui efface les pouvoirs là. Donc, ouais, il y a vraiment des liens de partout. Et je me dis que si les films sont canons, ce qui pour moi n'est pas encore validé à 100%, mais ça semble vraiment aller dans cette direction. Et qu'en plus, il fait des liens aussi directs, il commence à faire des liens aussi directs avec Vigilante, il y a peut-être vraiment moyen que ça devienne une sorte de... Bah, pas un univers partagé, parce que ça reste des mangas, mais... vous voyez, vraiment un truc dont les spin-offs et les films et les trucs... Ce serait pas comme un One Piece, où One Piece, les spin-offs, c'est des trucs rigolos, forcément pas canon, et les films, c'est des aventures annexes. Ce serait vraiment genre un tout. Et ça peut être intéressant comme approche, quoique un peu embêtant, parce que si tu suis le manga, que d'un coup il y a un film, mais que tu le vois pas, et qu'ensuite ça reprend le manga comme si de rien n'était, si t'as pas vu le film, tu peux te demander, mais de quoi il parle là? Pourquoi il parle d'une bataille? Il s'est rien passé, ils étaient en train de dormir. Donc voilà. Ça c'est le tout petit inconvénient peut-être de cette méthode, mais ça aura le mérite d'être original pour un shonen de ce type, hein, qui est quand même un gros shonen. C'est un peu le seul, certains diront peut-être Black Clover, mais un peu moins quand même, faut se l'avouer. C'est un peu le seul qui a réussi à tenir sa promesse, entre guillemets, d'être le successeur de One Piece ou de Naruto, ou de ce que tu veux. Donc voilà. Curieux de voir ce que ça va donner, sinon l'histoire en elle-même avance bien, elle est sympa, pour l'instant j'aime bien. Et la couverture du prochain tome promet pas mal, parce que les deux persos qui s'affrontent sur la couverture, j'aime bien leur relation dans ces tomes-là, donc pressé de voir ce que ça va donner. Donc voilà, My Hero Academia. Ensuite, c'est parti pour Stranger Case, tome 12, de Kyoshiro Daira, pour l'œuvre originale, donc il y a un roman, et Shasiba Takase pour le manga. Et c'est chez Pika Édition. Alors, Stranger Case. Alors, Stranger Case, c'est assez cool. J'aime bien Stranger Case. Bah, vous me direz, sinon je serais pas au tome 12, quoi. Surtout que j'avais vu que c'est un truc récent, je les ai achetés tous neufs, hein, quand ils sont sortis. Donc c'est vraiment que j'aime bien si je continue, quoi. Mais, ouais, Stranger Case, je me demandais si ça allait pas commencer à s'essouffler un petit peu. Parce qu'on avait déjà fait un gros arc majeur au début.
c'est celui qui est adapté en animé, sauf erreur de ma part, j'ai pas vu l'animé, mais de l'opening, c'est celui qui a l'air d'être adapté en animé. Et après, il y avait plein de petits arcs qui n'étaient pas inintéressants, mais qui faisaient un peu filler pour certains, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, là, je me disais, est-ce que ça commencerait pas, peut-être, faudrait commencer à aller vers la fin, parce que on commence peut-être à être un peu redondant. Et l'arc qui commence dans ce truc-là me plaît beaucoup, en fait. Si vous voulez, l'arc qui commence dans ce truc-là, c'est... enfin, même si vous voulez pas, hein, c'est... un arc qui parle, je vais essayer de rester vague pour pas vous gâcher un peu les tenants et les aboutissants, c'est un peu un truc de mystère, je vais vous donner le moins d'éléments possible, même si on n'a pas encore la résolution. C'est un truc sur une Yuki-onna, je crois que ça s'appelle. Ils appellent ça Femme des Neiges en français, mais ceux qui veulent le nom de la créature japonaise de base, c'est une Yuki-onna, il me semble. Si jamais vous avez joué à Yokai Watch, par exemple, normalement, vous voyez ce que c'est, même si vous voyez pas le nom. Et donc ce tome-là, donc du coup, il est plutôt sympa. Ah bah voilà, je m'embête à vous faire, si vous avez vu Yokai Watch, machin, vous voyez ce que c'est, mais je vais pas vous le dire. Non, en fait, c'est ça, une Yuki-onna. Voilà, c'est une... Si c'est bien une Yuki-onna que j'ai pas mélangé des noms dans ma tête, hein, mais c'est une femme des neiges, quoi. Donc c'est une dame qui vit dans la neige, et puis qui a des pouvoirs de neige, et puis qui, selon la légende, genre te sauve de la neige, mais tu dois pas dire qu'elle t'a sauvé, ou un délire comme ça. Ou alors je sais pas si c'est la légende, enfin ça c'est la légende dans le manga en tout cas, je ne sais pas si la légende, la vraie légende dans la vraie vie, quoi, du Japon, est différente, et à quel point. Mais voilà. Donc un tome qui m'a convaincu, là, vraiment je veux vraiment savoir la suite, là l'histoire est bien ficelée, bien amenée. Ils étaient toutes plus ou moins bien ficelées, bien amenées, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Quand tu sors d'un gros arc, après que t'as plein de petits arcs, t'as souvent ce sentiment de... Bon, il sait plus quoi raconter ou quoi. Ils sont bien les petits arcs, mais ça a pas l'air très lié de manière indéniable au fil rouge. Mais je suis pas contre en vrai les petits arcs, hein. Vous savez, dans l'absolu ça en fait plus, tu vois. Quand t'as fini le manga, bon bah si tu le relis, bah t'as des petits arcs entre le gros arc du début et le gros arc de la fin. Bah c'est tout bénef parce que quand tu le reliras, c'est que le manga il sera fini. Et quand il sera fini, bah t'en voudras le plus possible du passé, donc voilà. Donc c'était Stranger Case chez Pika Édition et je vous conseille de le lire. Ensuite, on est parti pour les tomes 20 et 21 de One Punch Man, par Yusuke Murata pour le dessin et One pour l'œuvre originale, donc le webcomic, ou le web manga comme vous voulez, et c'est édité par Kurokawa. Donc ces deux tomes, plutôt cool, ces deux tomes. Cela dit, là on se concentre beaucoup sur l'équipe des rangs S, l'équipe des super-héros qui vont sauver l'otage, machin. Si jamais, vous... Le seul truc que vous aimez bien dans tout One Punch Man, c'est Saitama. Lui, Saitama. Vous allez pas bien aimer tout ça. Parce que, si vous voulez, dans ces deux tomes-là, Saitama, je crois qu'on le voit sur une page, ou peut-être deux, mais c'est genre la page qui suit, vous voyez. Il ne dit rien, il ne fait rien, et la page où on le voit, c'est juste une page pour souligner le fait qu'il est pas là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est genre, bah il est où Saitama? Il est pas là. Puis après, hop, page où il est tout seul au milieu de nulle part. C'est tout. Donc, si jamais vraiment le seul truc qui vous fait rire dans One Punch Man, c'est Saitama, vous allez être déçu, à mon avis. Bon, après, forcément, les dessins sont super jolis. Il y a même des... Il y a pas mal de combats. D'ailleurs, il y a un combat... je sais plus dans lequel c'est, parce que j'ai laissé le lieu à la suite, mais il y a un combat, si vous voulez, où ça enchaîne pas mal, en fait dans l'attaque finale, ça enchaîne pas mal de pages pleines. Pas de pages pleines, genre il y a les deux pages qui sont pleines, genre une page pleine, une page pleine. Et ça, je trouve ça très original dans les mangas, en fait. C'est un truc tout bête, mais que j'ai jamais vu ailleurs, en fait. Ou pas de mémoire, en tout cas. Vous voyez, ce truc d'avoir une page pleine, à côté une autre page pleine, à côté une autre page pleine, pour montrer un truc en détail. Donc voilà, pour le coup, très sympa. Sinon, le truc qui m'avait surpris au tome 19 et de retour pour les deux tomes qui suivent, hein, hop, c'est le truc, vous voyez, Attendez, je vais vous le montrer à peu près bien directement. Hop. Voilà, c'est le truc comme quoi ils ont coloré le dessous
pour faire une grande image, que si tu mets tout à côté, ça fait un super poster quoi de enfin poster entre guillemets. Vous voyez les images se correspondent. De 6 tomes. Bon du coup vous verrez pas en entier parce que déjà ça a du mal à rentrer dans le champ de la caméra. Et en plus le tome 19 on l'a déjà vu une autre fois, donc bon là il est pas là. Enfin je pourrais aller l'attraper et tout, mais franchement pour vous le montrer d'une qualité pas top, je veux dire je pense qu'il y a plein d'autres gens qui les montent sur internet donc... Et c'est aussi valable pour le dos, hop là. Alors hop, quelque chose comme ça. Donc voilà, le dos un peu moins travaillé, hein, c'est juste les persos féminins en maillot de bain, mais... Donc voilà, il n'y a pas de décor, il n'y a pas de... Voilà, vous voyez la main d'un perso du tome 19 là. Donc voilà, le dos un petit peu moins travaillé, mais je veux dire... déjà faire... moi le truc qui m'avait scié la première fois, c'était qu'ils avaient imprimé en couleur sous la jaquette, ce qu'ils ne font jamais. Je veux dire, d'habitude au mieux, t'as une... quand les éditeurs décident de mettre de la couleur sur la jaquette, souvent c'est juste une couleur unie de base quoi, genre sous les tomes de One Piece il me semble que c'est vert, vous voyez ce que je veux dire. Alors on va imprimer toute la jaquette en couleur recto verso du coup vu qu'il y a aussi une image derrière. Je trouve que c'est vraiment cool comme initiative. Bon c'est un truc de l'éditeur japonais il me semble, hein, donc entre guillemets Kurokawa n'ont fait que reprendre le truc. Mais ils auraient pu ne pas le reprendre, hein. Des fois les éditions françaises elles sont moins bien que les éditions japonaises, on sait pas pourquoi. Là ils ont fait l'effort. Bon après, pour une série comme One Punch Man, c'est un peu... je veux dire, c'est un peu logique qu'ils aient fait l'effort, c'est une série très appréciée qui se vend très bien. Ça aurait été un peu fourbe de pas faire l'effort alors qu'ils ont les moyens clairement. Enfin, je sais pas, ça se trouve en fait ils sont en faillite sur One Punch Man et ça marche pas si bien en France et en fait c'est une illusion due au fait qu'il y a eu la hype et tout. Mais je pense vraiment que ça marche bien en France et que... en vrai, s'il l'avait pas fait, ça aurait... Là, je suis en mode, oh cool, merci de l'avoir fait. S'il l'avait pas fait, j'aurais un peu plutôt été en mode... Ouais, j'aurais pas su, mais si je l'avais su, j'aurais été en mode... ils auraient pu le faire quand même, One Punch Man, ça marche bien, quoi. Mais voilà, donc c'est très cool, ça fait deux images de 6 jaquettes de surface, en fait. Une recto, une verso. Et c'est vraiment cool. J'aurais bien aimé... Enfin du coup non parce que j'aurais pas pu l'acheter, mais j'aurais bien aimé qu'ils sortent genre, vous voyez, un pack spécial, tome 19, 20, 21, avec le poster, le vrai poster recto verso qui fait exactement les mêmes dimensions pour comparer. Ça aurait été sympa, en plus comme ça, ils avaient déjà l'image sous la main quoi. Mais bon ça c'est une petite idée comme ça. Donc voilà, ces deux tomes très cool. En plus ça fait une frise... les tomes d'un... J'avais complètement oublié ça. Donc voilà, ici le fait que j'ai des tomes de retard a un peu eu un effet bénéfique on va dire. Vous voyez parce que si là j'en ai deux c'est parce que j'en avais deux de retard quoi, je les ai eu il y a pas longtemps. Et du coup un peu l'effet bénéfique que je peux vous montrer carrément que les images correspondent bien. Parce que sinon vous imaginez, je vous l'aurais raconté pour le tome 19, je vous l'aurais raconté pour le tome 20, et je vous l'aurais encore raconté pour le tome 21, mais vous auriez jamais pu voir. Enfin, à part en regardant ailleurs bien sûr, mais je sais pas si vous allez faire l'effort de regarder ailleurs et tout. Vous auriez jamais pu voir que ça semblait vraiment. J'aurais dit des bêtises, vous n'y auriez vu que du feu quoi. Mais bon voilà, donc c'est la frise, hop, ça c'est cool. Petit truc à l'arrière. Donc voilà, très sympa ça, ce genre d'initiative. Et d'ailleurs, il y a une petite extension de la frise là pour les persos qui manquent. Bon, je pense pas qu'il y ait tous les persos féminins, parce que de mémoire, et sur le tome 19, il y avait que Fuyutsuki, je crois, elle s'appelle. Je sais pas s'il y a les noms des persos au début. Attention, suspense. Il y a les noms des persos, mais pas celui qui m'intéresse, visiblement. Voilà, qui n'est pas très pratique. Ah bah c'est elle quoi, c'est de elle que je parle si jamais j'ai mal dit son nom. Fuyutsuki. Donc ouais, je crois qu'il y avait que elle sur l'arrière du tome 19, donc il doit pas y avoir tous les persos féminins. Ce qui est un peu dommage, je pense. Enfin, en fait, c'est un peu dommage dans le sens où ça rend la sélection un peu random. Genre elle, je vous avoue que je me souviens plus qui c'est par exemple. Donc pourquoi elle est là, je ne sais pas. Mais bon. Donc voilà, One Punch Man, c'est cool. Ensuite... Snack World, tome 1 et 2, donc c'est l'intégrale. Je vais l'appeler Shot, mais il s'appelle Shoti, visiblement, enfin Show.T. Et donc l'œuvre originale est la supervision par Level 5, donc Level 5 qui sont les
les créateurs de Yokai Watch, de Inazuma Eleven, de Professor Layton, c'est un peu moins connu, mais de LBX aussi, enfin vous voyez, donc pas mal de trucs cool. Donc c'est chez Nobinobi. Et vous voyez déjà qu'il y a un sticker un peu partout, déjà disponible en jeu vidéo. Si je me souviens bien, les 2 tomes, parce que je les ai achetés à peu près quand ils sont sortis, mais bon voilà quoi, vous connaissez quoi, le décalage entre le moment où j'achète et où je lis, des fois il est très important. Vraiment très important. Vous verrez peut-être dans... Il y a des trucs que je crois que j'avais encore à la première vidéo lecture du mois, que j'ai toujours pas lu, et que vous verrez peut-être même pas avant la moitié de l'année prochaine, voire même plus selon comment ça se déroule. Hein. Donc pour vous dire à quel point des fois le délai est très 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 important. Et donc déjà disponible en jeu vidéo sur Switch, parce que le jeu de Switch venait de sortir pas longtemps, hein, c'est un peu leur stratégie, le L5 souvent c'est de tabler sur le cross-média en sortant les mangas, l'animé, le jeu, un peu en même temps. C'est un peu une stratégie comme on a eu à la Pokémon en France, pas au Japon, parce qu'au Japon ils ont tout fait dans l'ordre, mais en France on a fait un peu ça, on a essayé d'avoir genre le dessin animé, le jeu, les cartes, un peu en même temps. À l'époque, hein, j'étais même pas né à cette époque-là. Mais et là du coup, voilà, un peu la stratégie de Level 5, qui visiblement n'a pas super bien marché pour Snack World, parce que contrairement à Yokai Watch, je vois pas plein de jouets Snack World dans les rayons jouets depuis que c'est sorti. Le dessin animé, j'ai découvert Snack World en voyant passer le dessin animé sur Gulli. D'ailleurs je m'étais dit mais c'est quoi ce truc. J'ai l'impression qu'il y a une petite vibe, un petit truc que je connais quoi. Ça me fait penser à quelque chose mais j'arrive pas à savoir quoi. Parce que le dessin animé est en 3D, contrairement à Inazuma Eleven ou Yokai Watch. Et au bout d'un moment je me dis attends ce serait pas un truc de level 5 ça. Puis au final j'ai recherché et bien oui c'était un truc de level 5. Le jeu je me disais que je me lâchais très bien mais bon le problème c'est qu'on est sur Switch et plus sur 3DS. Du coup les jeux coûtent un peu plus cher quoi, ils ont tendance à baisser beaucoup moins vite en plus. Donc voilà, le fait que ça n'a pas trop marché, du coup c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle en ce qui me concerne. Une bonne nouvelle dans le sens où bah du coup peut-être qu'il va baisser de prix un peu plus vite le jeu. Une mauvaise nouvelle dans le sens où bah du coup il y aura peut-être pas de deuxième jeu et tout. Ce qui serait un peu embêtant. Pareil le dessin animé à mon avis il va être dur à trouver après. Bon moi j'ai le manga de sécurisé. Donc voilà, donc l'intégrale du manga en 2 tomes. Et alors qu'est-ce que j'en pense bah la série, donc je vous ai dit que j'ai vu passer sur Gulli, j'ai regardé qu'un seul épisode, hein, comme je m'étais dit que je jouerais peut-être au jeu. Et d'ailleurs j'avais tardé un peu à lire le manga, pour la même raison, parce que je me suis dit bah, je vais peut-être jouer au jeu, donc tant que je peux, autant retarder la lecture du manga, on sait jamais, je vais peut-être tomber sur le jeu pas cher et me l'acheter entre temps. Il se trouve qu'au bout d'un moment je me suis dit oh non j'ai envie de le lire là, tant pis, bon bah je le lis, je jouerai peut-être au jeu en connaissant un peu l'histoire, donc c'est pas grave. Et donc au final, donc, ce qu'il faut savoir déjà c'est que si vous vous attendez à lire ça à la place de jouer au jeu juste pour avoir l'histoire, imaginons vous avez vu, vous aimez bien l'univers, tout ça, mais vous n'avez pas l'air d'aimer trop le gameplay que vous avez vu dans les trailers machin, et vous voulez quand même connaître l'histoire, ce manga il fera l'affaire, mais pas pour toute l'histoire en fait. Je pense pas que ce soit comme ça dans le jeu aussi, et j'espère pas, mais si vous voulez là le manga il finit juste avant le combat final. Genre il y a une sorte de semi-combat final où personne ne gagne. Après ils sont en mode ah ça y est maintenant on peut aller prendre le train pour battre le méchant. Enfin. Et donc en gros ils s'arrêtent en mode un peu comique, un peu voilà, devant le train pour aller battre le méchant. Donc bon, le manga reste sympathique à lire en vrai. Hein. Pour être franc j'ai un petit peu plus envie d'acheter le jeu que je ne l'avais avant de lire le manga. Donc plutôt pas mal sur ce point-là, mais bon voilà quoi. C'est pas... J'ai lu que 2 mangas de level 5, un manga Professor Layton, mais je vous avoue que j'en ai pas des énormes souvenirs. C'était genre une intégrale, un double tome, vous voyez peut-être duquel je parle. Et un manga, le manga Yokai Watch, que je suis... Techniquement je suis à jour dans les tomes, mais j'en ai plein de retard à lire, je vous expliquerai pourquoi le jour où on les verra. Ouais, et le point fort un peu du manga Yokai Watch par exemple, c'était qu'il était très délire, très... En fait, un truc que j'aime bien avec Yokai Watch par exemple, bon c'est un peu, on dérive un peu mais ça reste level 5 donc ça se lie un peu. Le truc que j'aime bien avec le manga Yokai Watch, c'est que l'anime, le manga et le jeu partent sur les mêmes bases, mais racontent un peu ce qu'ils veulent. Et du coup, on arrive à des trucs assez similaires à la fin, mais en même temps qui partent dans des délires assez différents.
Et, et ça, je trouve ça cool. Et surtout qu'en plus, le manga est vraiment très délire, il fait de ses têtes, Nathan, des fois, ou même Jibanyan, ils font de ses têtes dans le manga. Là, c'est moins délire, ça suit un peu plus les règles du jeu, je pense, même si j'ai pas joué au jeu pour le coup. Mais voilà, donc Snack World, Shinobi Nobi. Franchement, si vous hésitez à acheter le jeu, vous pouvez jeter un coup d'œil au manga. Je pense que ça donne une bonne idée un peu du ton. Peut-être que le manga est un peu plus rigolo que le jeu, c'est pas impossible, c'est le cas pour Yo-Yari Watch par exemple. Mais il me semble que c'est le cas aussi pour le manga Inazuma Eleven. Donc voilà, ça vous donnera peut-être une idée du ton. Peut-être que ce soit juste légèrement moins rigolo dans le jeu. Et surtout un peu de l'univers, des personnages, vous voyez 2-3 boss, donc ça c'est cool. Pas cool et pas cool, parce que cool dans le sens où du coup tu vois un peu les boss, mais pas cool dans le sens où si tu voulais jouer au jeu, à mon avis du coup quand tu joues tu connais déjà les boss. Mais voilà. Donc Snack World intégral, donc début et fin dans cette vidéo quoi. Je suis quand même content d'avoir tenté. Ensuite, World's End Harem, tome 10, le scénario par Link, pas celui de Zelda, et le dessin par Kotaro Shuno. Ou alors c'est celui de Zelda, mais je sais pas comment il est arrivé ici et comment il est devenu mangaka. Alors, bêtises mises à part. Donc de ce tome 10 est plutôt cool, hein, j'ai envie de dire tous les tomes sont plutôt cool, mais celui-là a une particularité. Bon déjà ils se sentent pas tellement sur elle, hein, comme on pourrait le penser, mais enfin un peu au début, mais bon c'est assez accessoire au final pour l'instant. Peut-être que ça va développer des trucs plus tard dans l'intrigue, mais pour l'instant c'est assez accessoire. Et donc le truc surtout qui se passe dans ce tome qui est important, c'est que disons que j'essaie de pas trop vous spoiler la situation au cas où vous voulez la découvrir vous-même, mais disons que le manga revient un peu au postulat de base. Au postulat de base, mais d'une manière un peu différente. Voilà, j'essaye d'être assez vague pour les gens qui voudraient découvrir par eux-mêmes encore. Mais tout ça pour dire que la situation change un petit peu, quoi. La situation redevient plus légère dans un sens en plus. Même s'il y a quand même de la tension, comme du drama, parce que... Oh là là, sans vous dire pourquoi ni comment, il y a un perso qui peut-être risque de mourir. C'est vraiment un risque, hein. Je dis pas il va mourir, je dis pas il est mourant. C'est vraiment un risque au sens le plus strict. Donc voilà, pareil, j'essaie de rester vague pour pas vous spoiler. Mais donc c'est chez Delcourt Tonkam, hein, je crois que j'ai oublié de le dire. Ou si j'ai pas oublié, bah voilà, bonus, je le dis 2 fois. Virement Delcourt Tonkam s'il vous plaît. Non, c'est une blague. Mais bon. Donc ouais, ce tome plutôt sympa, hein, pas décevant. On se rapproche de la fin et pour cause, quand tu regardes les tomes japonais qui sont finis, il reste vraiment plus que genre 2 tomes je crois avant la fin. 2 tomes qui d'ailleurs faut l'avouer sont assez intrigants parce que un de ces tomes, tu vois un personnage qui ressemble à un personnage qu'on connaît sur la couverture mais qui en même temps n'a pas l'air d'être lui exactement. Enfin t'as tout le mystère autour de... Ah, désolé j'ai oublié les noms. Les noms vous avez remarqué c'est pas mon fort. Hein. Les 2 persos qui se ressemblent. L'ami du protagoniste d'avant qui soit congelé là et son ancienne gardienne qui se ressemblent là. Il y a un peu ce mystère là qui est... encore un tout petit peu creusé, vous voyez, mais genre vraiment un tout petit peu quoi. Il nous titille ce mystère et je pense qu'il va bientôt être percé. J'ai l'impression qu'il y a une histoire de personne créée exprès pour le protagoniste ou un délire comme ça, on verra bien. Donc voilà, en tout cas, pressé que ce soit fini dans le sens où on aura peut-être enfin le fin mot de l'histoire et je pourrai enfin vous dire si ça valait le coup de suivre toute la série parce que depuis le début je vous dis que moi ce qui m'intéresse c'est le mystère quoi, le scénario. Pourquoi il y a un virus qui tue tous les hommes, pourquoi il se passe ci, pourquoi il se passe ça. Si à la fin l'explication c'est un peu nul, ça gâchera pas tout parce que bah, c'est pas la destination qui compte, c'est le voyage, mais ça gâchera un petit peu quand même. Donc bon, on verra bien. Alors ensuite, World's End Harem Fantasy. Donc c'est scénarisé par Link toujours, donc comme le World's End Harem tout court. Mais c'est dessiné par Savan, donc c'est pas le même dessinateur, c'est le même scénariste, pour ceux qui se demandaient. Parce que c'est vrai que là, il n'y a pas marqué dessinateur scénariste, donc si t'as pas le vrai, si t'as pas l'original sous la main, tu peux pas savoir qui est le dessinateur, qui est le scénariste. Donc voilà, pour ceux qui se demanderaient, par hasard, c'est le même scénariste, mais pas le même dessinateur. Donc si vous aimez pas le dessin du premier, ou que vous adorez le scénario, bah voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce World's End Harem Fantasy, chez Delcourt Tonkam toujours, hein.
Bah, pas mal de choses. Alors, depuis le début, je trouve que ce manga avance plutôt lentement. Pas lentement dans le sens où je m'ennuie, lentement dans le sens, vraiment il prend son temps à introduire les choses et tout. Genre je crois que le héros, je me souviens plus exactement, hein, mais il me semble que le héros, genre, il met à peu près tout le premier tome à débloquer son pouvoir, vous voyez ce que je veux dire? Dans un manga un peu plus rapide, on va dire, il aurait déjà son pouvoir à la moitié du premier tome, et puis il aurait passé l'autre moitié à essayer de l'utiliser, enfin vous voyez ce que je veux dire? Non, j'ai déjà dit ça, vous voyez ce que je veux dire. Et donc ouais, il semble beaucoup s'axer sur le développement des personnages, le scénario, tout ça, ce World and Rhyme Fantasy. Encore plus que World and Rhyme tout court, parce que World and Rhyme tout court, en vrai, à part les situations qui sont des fois un peu drama, un peu intéressantes, machin, et la trame de fond, le mystère de fond, qui est de savoir pourquoi il y a virus, machin, en vrai, il y a pas mal de moments de flottement quand même dans World and Rhyme tout court. D'ailleurs, la plupart des scènes ecchi, en fait, je dis pas qu'elles ont pas de place dans l'histoire ou dans le scénario, qu'elles ont pas d'impact, mais elles sont quand même, pour une certaine partie, là pour faire plus des temps de pause que des temps qui appuient l'histoire, vous voyez ce que je veux dire? Ce qui n'est pas trop le cas dans World and Rhyme Fantasy, en fait. La plupart des scènes de ecchi vont vraiment dans le sens de l'histoire, j'ai l'impression. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup moins que World and Rhyme tout court. Pour tout vous dire, dans ce tome-là, je crois même que si tu enlèves le chapitre bonus à la fin, là, il n'y en a pas. Ce qui est très surprenant quand tu sais de quoi ça vient, quoi. Mais surprenant, mais pas inintéressant. Et donc du coup, plutôt cool, l'histoire avance bien. Il y a des développements qui me paraissent intéressants. Et aussi, il y a l'arrivée du virus, enfin de l'équivalent du virus de World and Rhyme. Ce qui lie un peu plus World and Rhyme et World and Rhyme Fantasy, parce que jusque-là, c'était vraiment juste une histoire de très très vague comparaison dans les scénarios. Enfin, pour tout dire, c'était juste le concept qui est un harem, quoi, et que ce soit plus ou moins la fin du monde. Mais ouais, du coup, là, ça lie un peu plus les deux. Et encore une fois, je le dis à chaque fois, je crois, mais je tiens à préciser que pour avoir lu les deux, pour l'instant, c'est vraiment pas un World and Rhyme Fantasy, je le qualifierais vraiment pas de... Enfin, tu peux, c'est pas incorrect de dire ça, mais vraiment pas de spin-off de World and Rhyme. Je dirais vraiment plutôt que la saga World and Rhyme, c'est une saga d'anthologie. Et que si vous voulez, que le fil conducteur étant virus qui tue tous les gens et harem. Et vraiment, ça c'est... les autres trucs World and Rhyme semblent aller dans ce sens parce que il y a un autre World and Rhyme qui est pas sorti en France, je sais pas s'il va sortir en France, je pense que oui, mais bon, on n'est jamais sûr de rien, qui est un reverse harem. C'est-à-dire, cette fois, c'est une fille et plein de gars. Donc apparemment ce seraient les filles qui vont mourir à cause du virus, s'il y a un virus, enfin je sais pas exactement, j'ai pas lu du coup, c'est pas sorti en France. Mais donc qui serait encore une autre histoire avec encore des autres personnages, ce qui irait dans le sens de la série anthologique. Et World and Rhyme Fantasy a un spin-off qui se passe en School Life machin, mais cette fois avec les mêmes personnages. Donc vous voyez, c'est pour ça, quand tu vois qu'il y a un spin-off à World and Rhyme Fantasy et que tu considères World and Rhyme Fantasy comme un spin-off, tu te dis, oh le spin-off d'un spin-off, ils vont loin quand même. Alors que si tu vois ça comme une série d'anthologie, ce qui est le cas, hein, et que tu te dis que World and Rhyme Fantasy est un spin-off, tu te dis, voilà, bah, ce segment-là de la série d'anthologie a un spin-off. Tu vois, d'un coup ça paraît plus cohérent, plus logique, plus naturel. Et je pense que c'est pour ça, c'est parce que c'est fait pour être une série d'anthologie, juste que le vocabulaire des mangas et tout fait que les gens ils ont vu que ça avait le même nom mais que c'était pas le même truc, et que c'était fait par les mêmes gens, bon bah c'est un spin-off. Mais non, c'est vraiment une série d'anthologie. Pour ceux qui savent pas, un truc d'anthologie, c'est... vous voyez ces séries peut-être genre les contes de la crypte, tout ce genre de trucs, où t'as plein d'histoires et le seul point commun entre les histoires c'est que c'est un truc d'horreur. Bah là c'est un peu ça. Ce serait une série d'anthologie harem fin du monde. Au lieu d'être une série d'anthologie horreur comme dans l'exemple. Donc voilà, donc World and Rhyme Fantasy, il semble aller dans son propre côté. Là je pense qu'avec 4 tomes on peut commencer à dire qu'on commence à cerner l'histoire. Hein. J'étais un peu hésitant à le dire avant vu que on n'avait que 2 tomes et que c'était assez lent. Mais là bon, 4 tomes, je pense que je commence à cerner le truc. Et bah franchement moi je continue, convaincu pour le coup, convaincu. Je sais pas si le troisième World and Rhyme, donc celui avec un reverse harem comme je vous ai dit, est bien et s'il va me convaincre, mais pour l'instant les deux premiers, chacun de à leur manière et chacun de leur côté, sont plutôt convaincants je trouve.
Alors ensuite, Classroom for Heroes numéro 8 par Shin Araki pour l'œuvre originale, donc qui est encore sûrement un light novel. Le dessin par Kohara Kishida et le character design, donc encore une fois à mon avis c'est parce que c'est un light novel à la base, hein, donc il y a un character designer, par Karuyuki Morisawa. Et alors, qu'est-ce qu'on peut en dire de ce manga, chez Doki Doki d'ailleurs. Plutôt sympa ce tome. Il conclut l'arc un peu dark avec Jessica de manière légèrement décevante, très légèrement. Alors c'est pas bâclé si vous voulez, mais c'est assez rapide comparé à tout le build-up que t'as eu dans le tome d'avant. Et ça a un côté un peu dommage quoi. Même s'il y a des 3 pages fortes à la fin, genre où t'as le héros qui est blessé et tout, et qui pardonne quand même et tout, mais le plus naturellement du monde. Enfin, tout ça c'est des images très jolies et l'histoire est pas genre conclue pouf, mais il y a quand même quelques facilités dans la façon dont ça se conclut. Ce qui est un peu dommage parce que l'histoire était très drama et tout, puis juste finir par oh bah c'est pas grave, t'as essayé de me tuer et tout, mais on est potes quand même. Et puis voilà, ils sont potes, c'est un peu dommage. J'aurais bien aimé qu'il y ait un tout petit peu plus d'emphase sur le fait qu'elle regrette ou ce genre de truc. Ça finit un peu de manière trop fun, j'ai envie de dire. Je voulais pas qu'ils tombent tous dans la dépression et qu'ils se suicident tous, hein, mais juste un petit peu moins de fun et un tout petit peu plus de regret vers la fin, ça aurait rendu le truc un petit peu plus naturel, je pense. Sinon après c'est du pur fun, tout le reste du volume. Hein. C'est il y a l'espèce de mini arc de la fusion, voilà, où t'as des persos qui fusionnent. Si vous connaissez les persos, essayez de deviner qui fusionne avec qui là. Bon, celui-là il est évident, après un peu moins. Mais voilà quoi, donc la fusion, j'aime beaucoup ce genre de délire. C'est le genre de truc, c'est un des genres de trucs qui à mon avis a participé par exemple à l'essor de Dragon Ball. Enfin quoique c'était déjà très populaire avant que ça arrive, mais encore plus une fois que c'est arrivé. C'est tous ces trucs, ces petites transformations, ces trucs qui font que ça ouvre un espèce de potentiel de jeu dans l'esprit des gens. Je vais essayer de vous expliquer. Vous voyez là, on va prendre l'exemple de la fusion justement. Parce que là c'est directement la même chose. La fusion dans Dragon Ball, tu vois genre combien de persos fusionnés. T'en vois 2-3 à tout casser des personnages qui fusionnent dans Dragon Ball. Il y a Goten et Trunks, il y a Goku Vegeta, et il y a tout ce qui est délire avec le Kaioshin là. Mais le truc, c'est que là ça ouvre une boîte de Pandore, vous voyez ce que je veux dire, ce genre de délire. Parce que tu te dis à partir de ce moment là, mais attends, si lui et lui ils ont mis une boucle d'oreille, ils fusionnent. Ça peut marcher avec à peu près tous les personnages du manga, et vu qu'il y a des espèces différentes très bizarres et machin, ça peut faire des trucs de malade, vu qu'il y a des persos surpuissants et machin, ça peut faire des trucs de malade. Voilà, c'est un peu ça le fun de la fusion. Et il y a un peu ce main fun, mais un peu moins, qui ouvre un peu moins de possibilités, c'est vraiment les possibilités que ça ouvre qui fait que c'est fun. Dans ne serait-ce que les Super Saiyan, les trucs comme ça, parce que tu vois Goku se transformer en Super Saiyan 3, tu te dis, mais en fait, Nappa aussi, il peut se transformer en Super Saiyan techniquement, vu que c'est un Saiyan. Il suffit qu'il s'entraîne, machin. Du coup, ça ferait quoi Nappa en Super Saiyan 3 vu qu'il est chauve? Et ce genre de truc, voilà, tu t'en amuses un peu des possibilités de ce genre de technique. Et j'aime beaucoup ça, et d'ailleurs c'est en partie là-dessus que joue tout l'univers Dragon Ball Heroes et puis les trucs un peu liés. C'est le fait que il y a beaucoup de possibilités qui ne sont pas exploitées parce que narrativement ça n'aurait pas de sens, ou parce que il n'y a pas le temps, il n'y a pas le... Voilà. Là, tout ça pour dire que j'aime bien ce genre de petit délire de fusion, parce que là ça marche pareil, dans l'univers de Classroom for Heroes, tu peux te dire à tout moment, mais ça ferait quoi si il fusionnait avec tel nouveau perso qui serait introduit dans le tome 14. Hein, il dit, lui s'il fusionnait avec le héros, en fait ça ferait un truc marrant, parce que lui il est nul et lui il est fort, et du coup ça ferait un bonhomme mix, enfin vous voyez. Donc voilà, ça c'est le côté un peu fun que je trouve qu'il y a ce genre de petits gimmicks. Bon là c'est vraiment juste pour le fun, hein, pour le coup. Bon, ça augmente leur puissance et ça fait naître une nouvelle technique pour ces deux là, mais sinon voilà. Bon après il y a aussi c'est un peu le même problème qu'il y a dans Dragon Ball à certains moments, surtout dans Dragon Ball Super je pense, parce que dans Dragon Ball normal les règles étaient un peu plus strictes, mais ce truc de mais si ça fusionne ça augmente leur pouvoir, pourquoi quand il y a le gros méchant super fort qui débarque dans le tome, on va imaginer qu'il y en a un dans le tome 11 tu vois, pourquoi ils refusionnent pas pour être méga fort?
C'est vrai que la question se pose ici, mais moins que dans Dragon Ball parce que là c'est vraiment juste un truc pour le fun. Vous voyez, ils ont pas créé ça pour devenir plus fort, ils ont vraiment créé ça pour le fun. Donc voilà. Sinon il y a aussi une histoire sur elle, qui est à la plage d'ailleurs avec la baleine et tout. La couverture est très représentative de ce passage-là. Et une histoire sur la mère de Petit Dragon, qui est un de mes persos préférés, parce que c'est trop mignon quoi, c'est la petite fille du héros. Quand j'ai dit la petite fille, c'est pas genre genre lui c'est son grand-père, c'est genre elle est petite et c'est sa fille, donc c'est son père. Mais voilà. Donc Classroom for Heroes, c'est vraiment une série que j'apprécie. Et c'est vraiment le genre de série, vous voyez, il n'y a pas d'animé, il n'y a pas d'actu sur le truc et tout. Donc c'est vraiment le genre de série que j'ai commencé juste d'instinct en me disant Classroom for Heroes, ça a l'air du genre de truc qui me plairait, de serait-ce que le nom. En plus tu me montres les jaquettes, elles étaient plutôt dans mon style aussi. Voilà, ça avait l'air d'être un truc que j'aimais, je l'ai pris comme ça. Pour ça, n'hésitez vraiment pas à essayer les trucs que vous... Si vous voyez un jour dans un magasin un truc que vous vous dites, ce truc là j'en ai jamais entendu parler, ça existe pas en animé, ça existe en rien du tout, si ce n'est en manga. Il y a zéro actu dessus spécifique, mais je vois le nom, je vois le titre, je vois l'image, je vois le... Ça a l'air d'être dans mon délire. Prenez le tome 1, achetez-vous le tome 1. Bon, je sais, on n'a pas toujours tous le budget qu'il faut, hein. Je veux dire, même moi, il y a des tas de mangas que je voudrais m'acheter que je peux pas. Mais, allez, si vous lisez que des séries que vous connaissez d'un côté ou d'un autre, essayez cette petite série là que vous connaissez pas mais qui a l'air de vous intéresser. Parce que autant je sais pas, si vous hésitez à commencer My Hero Academia par exemple, autant l'animé il sera là pour longtemps et puis en ce moment il commence même à le mettre sur Netflix et tout. Donc vous aurez aucun problème à poursuivre. Autant ce manga là que vous n'avez vu nulle part ailleurs et qui vous intrigue juste de loin, vu qu'il n'y a personne pour vous inciter à continuer et qu'en plus c'est juste en manga, non seulement vous allez peut-être oublier, parce que vous voyez My Hero Academia tu peux pas oublier de commencer si t'as prévu de commencer, il y a tout le monde qui en parle. Classroom for Heroes, si t'as prévu de commencer et que tu le fais pas tout de suite, bah là tu peux oublier parce que bah il y a personne qui en parle. Mais ouais, et en plus du coup ça un jour ce sera plus dispo dans les étagères des librairies, hein. Ça dans 3 ans je pense que la série sera finie, tu la trouveras que dans certaines librairies, alors que là tu la trouves à peu près dans toutes. Alors que My Hero Academia, dans 5 ans, tu le trouves encore dans ton Auchan, il n'y a pas de problème. Hein. Donc voilà. Ça, c'était pour vous dire, n'hésitez pas à commencer des trucs comme ça. Souvent, c'est des bonnes surprises. Hein, parce que souvent, si votre instinct vous dit, ce truc-là, je vais bien l'aimer, c'est pas parce que c'est un truc que vous allez pas aimer. C'est parce que c'est un truc qui a tous les signaux qui vous disent, ça a l'air bien, ça a l'air dans mes goûts. Donc voilà, n'hésitez pas à commencer les trucs qui ont l'air de vous plaire. Alors ensuite, c'est parti pour One Piece 96, bien sûr pareil sur Oda et chez Glénat. Puis bon, pas besoin de préciser que c'est la nouvelle édition française, hein. Les tomes récents ils sont que chez la nouvelle édition française, ce serait bizarre mais assez complétionniste de leur part de faire quand même une version ancienne édition française avec les chiffres blancs là qui appellent Usopp Hippo et Sanji Sandy. Ce serait un peu marrant d'ailleurs comme délire. Ils devraient faire ça genre quand One Piece sera fini et tout et qu'ils auront plus rien à faire avec One Piece en termes d'édition. Ce serait marrant que pour le délire, genre en 1er avril, ils fassent allez, on sort on sort tous les tomes qui n'existent pas en édition première édition française. Donc comme ça, si tu veux avoir les mangas avec Pipo tout le long, tu peux. Ça serait très drôle ça. Mais voilà, du coup ce tome-ci, la jaquette est beaucoup plus représentative que le précédent, parce que je vous rappelle que le précédent, t'avais Luffy et sa bande sur la couverture, alors que Luffy ne fait rien. Là c'est beaucoup plus représentatif, donc t'as vraiment les gens du passé, quoi, Barbe Blanche, Gold Roger, Oden, et d'autres persos que vous ne reconnaissez peut-être pas, bon, vous les reconnaissez, mais et d'autres persos que vous ne reconnaissessez peut-être pas en l'état si vous n'avez pas lu le tome, donc je vous laisse la surprise. Mais du coup voilà, ce tome là est aussi pas mal sur le passé, d'ailleurs il me semble qu'il y a encore Pandaman qui s'est incrusté là dessous. Je crois que c'est une constante, décidément, donc soyez vigilants dans vos prochains tomes s'il n'y a pas un Pandaman caché sous la jaquette. Et donc ce tome 96 de One Piece était plutôt sympa, il raconte encore le passé en grande partie, et débouche sur le présent, avec une sorte de petit twist dans le présent qui découle directement de ce qu'on voit dans le passé. Petit twist que je ne vous spoilerai pas, parce qu'encore une fois c'est One Piece, et
Et je sais que One Piece est particulièrement sensible. En fait, si ça ne tenait qu'à moi, je vous spoilerais absolument. Genre, je vous dirais rien sur les mangas. Mais le problème, c'est que je suis quand même un tout petit peu obligé de vous en parler, quoi. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Mais voilà, One Piece, je fais particulièrement attention à ne presque rien dire. Parce que je sais que c'est. Moi, c'est mon manga préféré ex aequo. Et je sais que pour beaucoup de gens, c'est le manga préféré tout court. Et c'est un peu le gros phénomène manga de toute manière, donc. Voilà, mais je vais pas trop en dire. Hop, la jaquette. Enfin, la tranche. Oh là là. Non, c'est comme d'habitude en fait. Mais voilà, donc One Piece. Bah voilà, je sais pas trop quoi vous dire du coup. Je vais vous dire le titre du tome. Bouillir, tel est le propre du Oden. Ça vous donne un petit indice sur ce qui va se passer. Mais c'est pas du spoil vu que c'est sur la jaquette. Donc voilà, n'hésitez pas à vous le procurer. One Piece, ça a l'air bien. J'ai entendu dire qu'il allait avoir des éditions collector pour les genre 3 derniers tomes avant le 100. C'est pas le dernier le 100, hein, mais voilà. D'ailleurs, en parlant de combien de temps ça va durer, je crois que je le dis à chaque fois parce que j'aime bien le dire, mais si j'ai bon, comme ça, ce sera cool. Moi, je table sur à peu près 120 tomes pour One Piece. C'est ce que j'ai toujours dit. Enfin, toujours dit. J'ai pas toujours, genre quand le tome 2 il venait de sortir, j'étais pas là en mode ouais, ça va durer 120 tomes. Non, mais voilà, si tu me demandes combien de tomes je pense que ça va durer, ça fait des années que je dis 120. Donc voilà, 96. L'histoire avance pas mal, hein, tout en avançant pas en fait. Je veux dire, le gros du truc c'est un flashback, mais en même temps ça fait avancer l'histoire, donc bah, vous verrez bien. Donc One Piece, hein, comme d'hab, je pense pas que j'aurais besoin de vous le conseiller, je pense que vous savez que c'est bien, ou que vous aimez pas du tout parce que tout le monde vous dit que c'est bien. Donc voilà, One Piece. Alors, l'avant-dernier manga de cette lecture du mois, Monster Musume, Every Day's Life was Monster... J'ai bafouillé, après j'ai fait le lapin crétin. Monster Musume, Every Day's Life with a Monster Girl. Et j'ai fait une faute, en plus j'ai mis un E et j'ai pas mis le S à Girls. Comme quoi, n'essayez pas de parler anglais, même si vous savez le faire. Et donc encore une fois, presented by Okayado, je ne sais décidément pas lire. Et c'est publié chez Ototo. Alors Monster Musume, hein, toujours très fun, toujours très bon enfant. C'est très cool. J'aime beaucoup. Et vraiment, si vous êtes pas au courant, Monster Musume, c'est pas juste du ecchi, hein, c'est vraiment... tu t'attaches au personnage, il y a du développement de personnage, il y a des liens entre les personnages. Voilà quoi. Donc les jaquettes sont assez transparentes, hein, ce tome-ci, enfin non, du coup elles sont pas transparentes, hein, elles sont opaques. Mais non, mais pour... genre ce tome-là se centre beaucoup sur ce personnage-là et sa relation avec ce personnage-là. Enfin, avec Papy du coup, hein, vous savez comment elle s'appelle si vous avez lu le manga. Et ce tome-là se centre beaucoup sur Sue. Donc pour ceux qui se demandent, oui c'est 2 fois Sue, c'est pas un autre perso, le gros. Même s'il y a un autre perso qui ressemble, mais je vous en dis pas plus. Et donc, ouais, donc ces deux tomes sont plutôt sympas. Hein. Ça développe un peu les persos et tout. Moi j'aime bien. Ça développe même un peu l'univers parce qu'on voit, surtout dans ce tome-là, une façon alternative qu'ont les monstres qui viennent au Japon pour s'intégrer et tout. Du coup, c'est vraiment cool comme tome. Tome avec un S. Mais voilà. Donc Monster Musume, hein, toujours très cool de toute manière. N'hésitez pas à le lire. C'est un peu de rigolade, un peu d'émotion. Wow. Un peu de ecchi aussi, il faut l'avouer. Hein. Mais même beaucoup par moment. Mais vraiment, c'est très cool. Je vous le conseille. Et last but not least, c'est Bakemonogatari par Nishiozin et O'Great. Et le caractère design par vos fans. Chez Pika Édition. Et donc, c'est vraiment cool, Bakemonogatari. Et du coup, c'est... Bon, ce tome-là, la jaquette est pas très représentative, mais bon. Et ce tome-là, je vous avoue que je reconnais pas trop le perso, c'est peut-être Kishshot. C'est très cool ces effets de brillance, même si je comprends pas trop comment ils sont répartis, quoi. Enfin, pourquoi ils sont répartis comme ça. Mais voilà. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais en dire déjà, il y a hop. Il y a une jaquette antérieure pour ce tome-ci. Hop. Donc ouais, là, en l'occurrence, c'est vraiment Kishshot validé 100%.
mais pas pour ce tome là il me semble, vu qu'il y a une édition collector, voilà. Donc c'est vraiment le point faible des éditions collector de Bakemonogatari, c'est qu'en fait, bah, je trouve ça cool, en fait ça dépend de ton point de vue. En fait, soit tu te places du point de vue de ah c'est cool, quand il n'y a pas d'édition collector on a le droit à la jaquette collector quand même, ou soit tu te places du point de vue du ah bah d'accord, ils nous enlèvent une jaquette quand il y a une édition collector pour les éditions normales. Donc voilà quoi, vous voyez le problème. Ça dépend vraiment du point de vue où tu te places. Bon, après chacun choisit, hein. Moi je trouve ça un petit peu dommage, mais en même temps, je sais pas trop. Un petit peu dommage quand même, parce que ça, du coup, t'as pas, si t'achètes les éditions standards, en fait, t'as pas la... Tu peux pas genre avoir le... Ah bah si, parce que la jaquette est réversible dans l'édition collector, il me semble. Donc tu peux quand même avoir la tranche normale. Bon, bah je sais pas trop quoi en penser. Mais voilà. Sinon, petit truc cool, je crois que c'est à la fin du tome 9, hop, qu'il y a une frise chronologique, voilà, des Bakemonogatari. Et du coup, on sait, parce que moi je savais pas trop, hein, je connaissais pas, vraiment ça a été la porte d'entrée pour Bakemonogatari parfaite, le manga. On sait du coup que le manga Bakemonogatari n'adaptera pas que Bakemonogatari, parce que là par exemple, il me semble qu'on adapte Kizumonogatari, si je dis pas de bêtises, dans ce tome-là. Ce qui est cool, parce que du coup ça veut dire que t'auras pas le même problème qu'avec les animés, là, essayer de te mélanger, à trouver, alors est-ce que c'est celui-là qu'il faut que je regarde avant celui-là après? Non, le manga fait tout pour toi, t'auras à peu près tout, je pense. Sauf s'il y a un Monogatari où il y a un changement de personnage principal, je sais pas, je connais pas autrement que par les mangas. Mais voilà, a priori t'auras une bonne partie en tout cas des Monogatari, même si c'est pas Bakemonogatari au sens strict. Ce que je trouve super cool. Et du coup, ça m'aide aussi à y comprendre un peu mieux dans la chronologie, parce que quand tu vois les animés, ou encore pire les romans, quoi, avec leurs noms qui finissent tous en Monogatari, tu sais pas dans quel ordre faut le garder. Si tu demandes sur internet, on te dit qu'il faut regarder dans l'ordre où c'est sorti. Donc genre faut regarder la saison 1 de Bakemonogatari, puis la saison 1 de Truc Monogatari, puis la saison 1 de Bidule Monogatari, puis tu regardes la saison 2 de Truc Monogatari, puis tu regardes la saison 2 de Bakemonogatari, puis la saison 3 du troisième truc. Enfin, vous voyez, c'est vraiment très fouillis, puis après tu regardes un film, et puis après tu regardes... Enfin voilà, c'est pas très... Alors que là, ça m'éclaircit un peu les trucs, donc je sais, bah, je peux même vous le montrer encore une fois, hein. Hop, comme ça je peux le lire. Voilà, donc comme ça on sait qu'en fait, d'abord, il y a Kizumonogatari, après il y a Nekomonogatari qui n'est pas encore adapté, d'ailleurs c'est un mini spoiler même si on s'en doutait. Et puis après t'as Bakemonogatari. Et je pense qu'une fois qu'on aura fini les flashbacks qui seront donc Kizumonogatari et Nekomonogatari, et ben on pourra arriver à les trucs d'après Monogatari, et que du coup à la fin du manga, tout sera absolument clair dans nos esprits sur Bakemonogatari, ce qui est génial. Parce que vraiment l'animé il fait tout pour te... Trouvez-moi le truc pour, pour confusion mais en verbe. Pour te confondre, pour te confuser, nous ne savons point. Parce que ce mot n'a pas de verbe valide. Enfin, je n'en connais pas en tout cas. Voilà, il fait tout pour t'embêter, quoi. Même si forcément c'est sûrement pas volontaire, mais bon. Voilà, donc du coup, ça, si vraiment vous hésitiez à commencer les Monogatari en animé, en roman, en manga, le manga c'est celui qui est le plus accessible et qui est à mon avis très bien. J'aime beaucoup le manga. C'est pour ceux qui connaissent, c'est comme un Seishun Mutayaro, mais un Bunny Girl Senpai, mais en plus mystico déifique, je sais pas trop comment expliquer ça. C'est moins métaphysique et c'est plus légendifique. Voilà, mais voilà comment je pourrais l'expliquer. Donc voilà, Bakemonogatari chez Pika. Très 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 cool, je suis vraiment content qu'il soit sorti ce manga, je suis vraiment content de l'avoir acheté. Pressé de voir la suite, et puis les mangas, on va pas se mentir, les mangas, ça jamais... je veux dire, les vampires au début c'était des monstres qui font peur et tout, très moches. Après t'as vu les films, tout le monde dit que les vampires c'est devenu cool avec les films hollywoodiens et les trucs comme ça, genre ils brillent dans le noir, machin, ils résistent au soleil maintenant parce que c'est plus pratique, machin, vous voyez ce genre de film. Et ben, je suis désolé mais les vampires ils ont jamais été aussi cool que dans les mangas pour le coup. Mais bon.
aussi cool sans perdre leur côté tortueux, leur côté torturé, leur côté tragique. Mais voilà, donc je vous le conseille vraiment. Et je commence d'ailleurs à entrevoir enfin pourquoi Shinobu est un des personnages qui a une grosse fanbase. Là, je me demandais, parce que je voyais des gens qui avaient plein de figurines de Shinobu et tout, et je me demandais, mais pourquoi Shinobu Enfin, je me doute qu'il va se passer des trucs après, mais pour l'instant, elle fait que dormir en boule dans un coin de la pièce chez le médium. Mais en fait, ouais, là, elle commence à développer un peu sa personnalité, du coup. Et je commence à entrevoir pourquoi les gens l'aiment bien. Après, il me manque encore un petit truc, moi, pour me dire que c'est la waifu ultime pour plein de gens. Mais ça va sûrement être dans la suite de l'histoire. Donc, voilà, pressé de lire la suite de l'histoire, Bakemonogatari, c'est vraiment sympa. Ouais, et puis donc, pour le coup de cœur du mois, bah, c'est assez dur encore une fois, mais je pense que je vais reprendre Bakemonogatari, ça valait le coup de l'enlever de l'écran quoi, pour le remettre juste après. Mais non, c'est vraiment cool Bakemonogatari, et je suis vraiment content qu'ils adaptent les autres arcs qui ne sont pas officiellement dans le roman nommés Bakemonogatari. Donc vraiment c'est très très cool, je vous le conseille à fond, mais vu que techniquement vous venez de m'entendre dire qu'assez bien et que je vous le conseille et tout, je vais pas tergiverser, donc voilà, c'est Bakemonogatari, mon coup de cœur du mois. Donc voilà, donc c'était la lecture manga du mois de décembre 2020, donc plutôt sympa cette lecture, hein, comme d'hab j'ai envie de dire, mais donc on y trouve un peu de tout, hein, surtout des trucs... Contrairement à la dernière fois, il y a surtout des trucs que je continue, que j'aime bien, qui sortent récemment, quoi. Il y a Snack World, qui est une série entière. Ça, c'est cool aussi. Mais ouais, voilà, donc pas trop de nouveautés. Bah, il n'y a pas d'occasion, d'ailleurs, dans cette lecture. Assez cool d'avoir découvert et fini Snack World, du coup. Peut-être que je poursuivrai le jeu un de ces jours. Et le reste, bah, c'est que du bon. Hein. Je m'attendais à du bon, j'ai eu du bon, donc ça, c'est cool. Et voilà, du coup, on va pas tergiverser pendant 130 ans. Hein. Je vous invite encore une fois à vous manifester en commentaire si vous avez quelque chose à dire sur un de ces mangas. Petite demande aussi de ma part, pour les spécialistes de Black Clover, j'ai récemment fait l'acquisition du premier tome du spin-off Quartet Night, et je me demandais à partir de quel tome de Black Clover je pouvais le lire sans risquer de spoil, même minime, hein. Moi je veux pas du tout de spoil, genre vraiment, je lis ce truc, il n'y a absolument rien de nouveau, vous voyez ce que je veux dire? Parce que Black Clover, j'avais commencé à l'époque où c'était genre au tome 7, 8, 9 quoi. Et j'avais commencé, j'étais allé jusqu'au tome 4, puis après j'ai arrêté, puisque les circonstances m'ont fait arrêter quoi. Mais voilà, et je me demande, parce que par exemple, vous voyez, s'il faut aller jusqu'au tome 6 pour pas être spoilé dans le spin-off, bon bah je peux m'acheter 2 tomes quoi, histoire de pas être spoilé, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, donc s'il y a des spécialistes de Black Clover, n'hésitez pas à me dire à partir de quel tome on peut lire Quartet Night sans risquer de spoil. Merci d'avance. Donc c'était Japanman. À la prochaine, je vous dis au revoir, à plus.